L'hôtesse de l'air s'est penchée vers moi au moment où je montais à bord, sa voix n'étant qu'un murmure terrifié, à peine audible par-dessus le bourdonnement des réacteurs et le piétinement des passagers dans la passerelle. Faites semblant d'être malade et descendez de cet avion. J'ai cru qu'elle était folle, ou peut-être avais-je mal entendu, mes oreilles bourdonnant encore du tumulte du terminal de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais lorsqu'elle est revenue vers mon siège, quelques instants plus tard, ses yeux étaient écarquillés par une peur que je ne pouvais pas comprendre, une terreur brute qui contrastait avec son uniforme impeccable. Elle a articulé silencieusement les mots, une supplique muette. Je vous en supplie. 25 minutes plus tard, je me battais pour ma vie dans le terminal de l'aéroport, comprenant enfin pourquoi, alors que la réalité de ma situation s'abattait sur moi comme une chape de plomb. Attention, papa, chuchota Mélissa. Sa voix était douce comme du sirop, une mélodie sucrée conçue pour masquer le venin, mais ses ongles manucurés s'enfonçaient dans mon biceps avec une force cruelle. Ce n'était pas une étreinte de soutien, ni le geste d'une belle fille attentionnée guidant un vieil homme. C'était un étau. C'était du contrôle pur et simple. Je m'appelle Édouard, j'ai 71 ans, et depuis 6 mois, depuis que ma femme Alice a rendu son dernier soupir, je vis dans un brouillard épais, une brume de chagrin qui a émoussé mes sens et ma volonté. Mon fils Grégoire et sa femme Mélissa avaient insisté pour ce voyage avec une persévérance qui frisait le harcèlement. « Tu as besoin d'une pause, papa », avait dit Grégoire, son sourire large et rassurant, montrant des dents trop blanches. Nous avons trouvé un paradis au Panama. Tout inclus, médecin sur place, juste de la pure relaxation au soleil. Je ne voulais pas y aller. Je voulais juste rester chez moi, dans notre pavillon de banlieue parisienne, entouré des objets d'Alice, de son odeur qui persistait encore sur ses châles et dans les pages de ses livres. Mais ils ont été insistants, impérieux. Ils ont fait mes valises sans me demander mon avis, triant mes vêtements comme on trie ceux d'un enfant. Ils m'ont conduit à l'aéroport avec une efficacité militaire. Ils m'ont fait passer la sécurité comme on transporte un objet de valeur, ou peut-être un prisonnier, me guidant à travers les portiques et les contrôles avec une fermeté qui ne tolérait aucune lenteur. Grégoire était devant moi, montrant nos passeports à l'agent d'embarquement avec une jovialité qui sonnait faux. 3 pour Panama City, annonça-t-il joyeusement, sa voix portant un peu trop loin. Classe affaires. Mon père a besoin de place pour ses jambes. Je me suis traîné vers l'avant, mes pieds lourds comme s'ils étaient coulés dans le béton, et la prise de Mélissa s'est resserrée, ses ongles traversant presque le tissu de ma veste. Juste quelques pas de plus, Édouard, roucoula-t-elle, m'appelant par mon prénom, une habitude que j'avais toujours détestée et qu'elle savait pertinemment m'irriter. J'ai tendu ma carte d'embarquement à l'hôtesse de l'air. C'était une jeune femme, peut-être 30 ans, avec des yeux intelligents et sérieux, une lueur de compassion que je n'avais pas vue depuis des mois. Son badge indiquait « Jeanne ». Elle a pris ma carte, l'a regardée machinalement, puis ses yeux se sont brusquement levés vers mon visage. Elle m'a fixé, un regard intense qui a traversé mon apathie. Elle a jeté un coup d'œil rapide, presque furtif, à Grégoire et Mélissa qui s'affairaient avec leurs bagages à main luxueux, se plaignant du poids de leur sac Louis Vuitton, puis elle a reporté son attention sur moi. Il y avait quelque chose dans son regard, une urgence, une alarme silencieuse. Ce n'était pas un accueil protocolaire. C'était une évaluation, un calcul rapide des risques. Lorsqu'elle m'a rendu la carte, ses doigts ont effleuré ma paume, une pression brève mais significative. « Faites semblant d'être malade », chuchota-t-elle. Sa voix était si basse qu'elle n'était presque que du souffle, un courant d'air porteur d'un avertissement mortel. « Et courez !» Je me suis figé, mon cœur ratant un battement. « Quoi ?» ai-je balbutié. Mélissa me poussait déjà par derrière, sa main dans le bas de mon dos, impatiente. « Avance, papa. Ne bloque pas le passage, il y a des gens derrière. » J'ai trébuché dans l'avion, mon esprit vacillant, essayant de donner un sens à ce que je venais d'entendre. Une blague? Avais-je mal entendu à cause de mes appareils auditifs? Me confondait-elle avec quelqu'un d'autre? Ils m'ont conduit à mon siège, le teint B, une capsule spacieuse et confortable en classe affaires, un luxe qui me semblait soudain être une cage dorée. Grégoire s'est assis de l'autre côté de l'allée, me surveillant du coin de l'œil. Mélissa a pris le siège juste à côté de moi, m'enfermant efficacement, me bloquant tout accès au couloir. Elle a immédiatement sorti un magazine de mode, mais elle ne le lisait pas. Ses jointures étaient blanches alors qu'elle agrippait la couverture glacée, une tension nerveuse émanant d'elle comme une onde de chaleur. L'embarquement s'est terminé, les lourdes portes de l'avion se sont fermées avec un sifflement pneumatique, scellant notre destin. La voix du commandant de bord a retenti dans l'interphone, nous souhaitant la bienvenue à bord de ce vol à destination du Panama. J'ai essayé de chasser les mots de l'hôtesse de mon esprit. C'était absurde. Mon fils m'aimait. Il s'inquiétait pour moi. C'était un geste gentil, une tentative maladroite de me sortir de ma dépression.
Puis Jeanne est apparue à nouveau. Elle tenait un simple gobelet en plastique rempli d'eau. « Monsieur » dit-elle en se penchant par-dessus Mélissa pour m'atteindre, ignorant le regard noir de ma belle-fille. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu d'eau avant le décollage, pour vos médicaments peut-être. » Mélissa leva les yeux, visiblement agacée par cette intrusion. « Il va bien. Il n'a besoin de rien. Ce n'est pas la peine de le déranger, » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas un problème, » dit Jeanne, son sourire professionnel verrouillé en place, mais ses yeux brûlants d'une intensité fébrile. En me passant le gobelet, elle s'est penchée, sa bouche frôlant presque mon oreille, profitant du bruit de la climatisation pour masquer sa voix. C'était un sifflement désespéré, urgent. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Dites que vous avez des douleurs thoraciques. Dites que vous ne pouvez pas respirer. Descendez de cet avion maintenant. C'est votre dernière chance. » Cette fois, il n'y avait pas d'erreur possible. La terreur dans sa voix était réelle, palpable. Elle a traversé ma confusion comme un éclair traverse un ciel d'orage. J'ai regardé Mélissa. Son visage était un masque de froide impatience, ses yeux rivés sur son magazine mais ne voyant rien. J'ai regardé Grégoire. Il observait l'interaction, ses yeux plissés, calculateurs, une lueur prédatrice que je n'avais jamais voulu voir auparavant. J'ai su à cet instant précis, avec une certitude glaciale qui m'a saisi les entrailles, que je n'étais pas en vacances. J'étais transporté. J'étais une cargaison. Ma main, mue par un instinct de survie que je croyais éteint, a volé vers ma poitrine. J'ai laissé le gobelet en plastique tomber, l'eau éclaboussant le sol de la cabine et le pantalon de marque de Mélissa. Je ne peux pas respirer, haletai-je, forçant l'air à entrer et sortir de mes poumons bruyamment. La tête de Mélissa a claqué vers moi. Sa première réaction ne fut pas l'inquiétude, ni la peur pour ma santé. C'était de la colère. Une colère pure, non filtrée, une rage narcissique d'être interrompue. « Papa, arrête ça. Tu es juste nerveux à l'idée de voler. Prends un calmant. » « Non, » gémis-je, laissant ma tête retomber contre le siège en cuir, jouant le rôle de ma vie. J'ai émis un son, un gémissement sourd de douleur, canalisant tout mon chagrin, toute ma peur. Ma poitrine, ça m'écrase. Grégoire a bondi de son siège. « Papa, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire une scène. L'avion est sur le point de décoller. Tu vas bien. » Il a essayé de me repousser dans mon siège, ses mains sur mes épaules. Son fils le poussant vers le bas. Cette seule action brutale a tout confirmé. Il ne cherchait pas mon pouls, il cherchait à me faire taire. J'ai repoussé sa main avec une force que je ne me connaissais pas, une force née de l'adrénaline pure. « Appelez un médecin !» ai-je crié. Ma voix était plus forte maintenant, projetée vers les rangées derrière nous. « Aidez-moi. Je crois que je fais une crise cardiaque. » Les passagers des rangées arrière ont tourné la tête, des murmures d'inquiétude se propageant comme une onde de choc. Des gens ont commencé à se lever. Un autre steward a couru vers nous. « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? »« Il va bien, » cria Mélissa, sa voix haute et perçante, presque hystérique. « Il fait juste des crises de panique. Asseyez-vous, Édouard, arrêtez ce cinéma. » Mais je continuais à serrer ma poitrine, à grimacer. Jeanne, ma sauveuse, a couru vers l'avant de la cabine, saisissant l'interphone avec une autorité impressionnante. « Nous avons une urgence médicale. Le passager en 1B signale des douleurs thoraciques. Nous avons besoin d'une assistance immédiate. » La cabine a sombré dans le chaos. Le chef de cabine était au téléphone avec le commandant. Les passagers chuchotaient, alarmés, certains filmant avec leur téléphone. « Nous devons le débarquer », dit fermement le chef de cabine. « Nous ne pouvons pas décoller avec un passager dans cet état, c'est la procédure. » Le visage de Grégoire a pris une teinte de violet que je n'avais jamais vue, une congestion de rage contenue. C'est ridicule. Il simule. Il fait ça pour attirer l'attention, il est sénile. Mais c'était trop tard. Le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint avec un ping sonore. La voix du capitaine annonçait un retard médical. Il apportait un fauteuil roulant. Alors que l'équipage ouvrait la porte de la cabine et apportait la chaise d'allée étroite vers moi, j'ai regardé mon fils et ma belle-fille. Leurs visages n'étaient pas des masques d'inquiétude pour ma santé. C'étaient des masques de fureur pure et inaltérée. Ils ressemblaient à deux personnes dont le plan méticuleux, parfait, venait d'être pulvérisé. Ils m'ont fait sortir de l'avion. Grégoire et Mélissa suivaient juste derrière, saisissant nos bagages à main avec une violence contenue. « Nous sommes sa famille. Nous venons avec lui », dit Grégoire à travers ses dents serrées, un avertissement clair. Au moment où nous nous sommes retrouvés tous les trois dans la passerelle, seuls et hors de vue des autres passagers,
La main de Grégoire a jailli et a saisi le fauteuil roulant, le stoppant net. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien. Le masque était tombé. « Qu'est-ce que tu crois faire, bordel ?» siffla-t-il, sa voix un grognement bas et dangereux, animal. « Tu penses que tu peux nous humilier comme ça ?» Mélissa tremblait, mais pas de peur, de rage. « Nous devons être sur ce vol, Édouard. Tu ne peux pas faire ça. As-tu la moindre idée de tout le travail que nous avons mis là-dedans? De l'argent que cela coûte. » Je suis malade, balbutiai-je, mon cœur battant véritablement la chamade maintenant, non pas à cause d'une crise cardiaque, mais à cause de la terreur que m'inspiraient ces étrangers qui portaient les visages de ma famille. Ma poitrine. Tu n'es pas malade. Grégoire m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau fine, essayant de me tirer hors du fauteuil. Tu vas remonter dans cet avion tout de suite, ou je te jure que tu le regretteras. Au secours! Ai-je crié, ma voix résonnant dans le tube métallique de la passerelle. Aidez-moi! Ils essaient de me forcer. 2 agents de la police aux frontières, stationnés au bout de la passerelle, ont entendu le tumulte et ont commencé à courir vers nous. Monsieur, madame, reculez. Éloignez-vous de lui. Que se passe-t-il ici? En un clin d'œil, Mélissa a éclaté en sanglots. C'était une performance digne d'un Oscar, une transformation instantanée. Son corps entier tremblait de sanglots manufacturés. « Oh, Dieu merci, vous êtes là !» cria-t-elle en se précipitant vers les agents. « C'est mon beau-père. Il souffre de démence. Il ne sait pas où il est. Il a ces terribles épisodes paranoïaques, il devient agressif. » Elle fouilla dans son sac à main de créateur surdimensionné et en sortit une épaisse pile de papiers pliés. « Tenez, voici les papiers. Nous sommes ses tuteurs légaux. Nous avons un mandat de protection future. Nous l'emmenons dans un établissement spécialisé au Panama, un endroit merveilleux pour sa mémoire, recommandé par les meilleurs spécialistes. Le médecin a dit que cela pourrait arriver. Il devient combatif quand il est confus. Tutelle. Établissement. Panama. Les mots me frappaient un par un comme des coups de poing. Ce n'était pas un voyage. C'était une expulsion. Une déportation. Ils mentent, ai-je hurlé, me débattant contre les sangles du fauteuil roulant. Je ne suis pas confus. Je ne les connais pas. S'il vous plaît, appelez mon avocat, maître Solal, du cabinet Solal et Associés. Les agents étaient piégés, indécis. Ils me regardaient, un vieil homme de 71 ans aux yeux écarquillés dans un fauteuil roulant, puis ils regardaient Grégoire et Mélissa, un couple bien habillé, respectable, qui pleurait et tenait ce qui ressemblait à des documents juridiques officiels. Je pouvais voir le doute dans leurs yeux. « Monsieur, nous ne pouvons pas le laisser voler dans cet état », dit fermement l'un des agents à Grégoire. « Mais madame, dit-il à Mélissa, nous ne pouvons pas non plus le forcer à partir avec vous s'il refuse et demande un avocat, surtout sur le sol français. » L'impasse fut brisée par le bruit de la porte de l'avion qui se préparait à se fermer. J'ai vu Jeanne, l'hôtesse de l'air, sortir une dernière fois. Elle a marché rapidement vers l'agent d'embarquement, nous ignorant ostensiblement. « Nous devons partir. Nous fermons la porte, dit-elle fort. Elle est passée devant mon fauteuil roulant, et en le faisant, elle a trébuché, heurtant mon épaule. Dans cette fraction de seconde de chaos, sa main a plongé dans la poche de mon manteau. « Ne leur faites pas confiance, » chuchota-t-elle, sa voix disparut en un instant. « Lisez le mot. » Elle s'est redressée, s'est excusée auprès de personne en particulier, et s'est précipitée dans l'avion. La porte s'est fermée derrière elle avec un sifflement définitif. Grégoire et Mélissa étaient bloqués. Leurs expressions étaient meurtrières, leurs yeux lançant des éclairs de haine pure. « Monsieur, me dit l'agent, nous allons vous emmener au service médical de l'aéroport pour vous faire examiner. Vous aussi, il pointe à Grégoire et Mélissa du doigt. Vous pouvez l'attendre dans le terminal principal. Vous ne pouvez pas rester ici. » Alors qu'il m'emmenait, j'ai mis ma main tremblante dans ma poche. J'ai senti le froissement d'une petite serviette en papier roulé en boule. Le service médical de l'aéroport était une petite pièce blanche et stérile, sentant l'antiseptique. Une infirmière a pris ma tension artérielle et a écouté mon cœur. « Votre rythme cardiaque est élevé, monsieur, mais il est régulier. Vous sentez-vous mieux ?» Je pense que oui, mentis-je. Je pense que c'était juste une crise de panique. J'en ai parfois. Mon esprit tournait à toute vitesse. El Parezo. Tutelle. Panama. Puis-je utiliser les toilettes, s'il vous plaît? L'infirmière a pointé une petite porte. Bien sûr, prenez votre temps. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte à double tour. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine déplier la serviette. C'était une serviette bon marché de l'aéroport,
Et l'écriture de Jeanne était frénétique, gribouillée au stylo bleu. Il vous emmène à El Parezo, au Panama. J'ai vérifié votre réservation. C'est un aller simple. Ce n'est pas un complexe touristique. C'est un établissement de soins de longue durée, un dépotoir pour les familles riches qui veulent se débarrasser de leurs proches. Ils prennent votre passeport et votre téléphone. Ils vous déclarent médicalement incompétent. Vous ne partirez jamais. J'ai dû m'appuyer contre le mur carrelé pour ne pas tomber. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'était réel. J'ai lu la dernière partie de la note gribouillée au bas. P.S. Ils ont fait ça à mon grand-père il y a 5 ans au Mexique. J'ai reconnu le nom de la société mère de l'établissement sur votre billet. Je n'ai pas pu les arrêter alors, mais je peux vous avertir. Ne rentrez pas avec eux. Ils trouveront un autre moyen. Courez. Courez. Mon fils unique, Grégoire, et Mélissa. Ils essayaient de m'enterrer vivant. J'ai fouillé dans ma poche pour prendre mon téléphone. Mes mains étaient moites de sueur froide. J'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Mon avocat. Maître Solal, chuchotai-je, ma voix se brisant. C'est Édouard. Je suis au terminal 2 de Roissy. Grégoire et Mélissa. Ils essaient de m'envoyer au Panama. Vous devez m'écouter. J'ai déversé toute l'histoire, l'hôtesse de l'air, les faux papiers de tutelle, le nom El Parezo. Il y a eu une inspiration brutale à l'autre bout du fil. La voix de Solal, habituellement si calme et mesurée, était soudainement tranchante de panique. Édouard, écoutez-moi attentivement. N'allez nulle part avec eux. Vous avez signé un mandat de gestion pour Grégoire juste après la mort d'Alice, n'est-ce pas? Quand vous étiez en plein deuil. Mon sang s'est glacé. Ma femme Alice. Le chagrin avait été un raz-de-marée qui avait tout emporté sur son passage. Il y a 6 mois, Grégoire avait mis une pile de papier devant moi. Juste pour gérer les factures. Papa. Ne t'inquiète de rien, je m'occupe de tout. J'avais signé sans lire. J'avais fait confiance à mon fils. Oui, chuchotai-je. Oui, je l'ai fait. Que Dieu nous aide, dit Solal. Édouard, ce document lui donne le contrôle médical et financier si vous êtes déclaré incompétent. S'ils vous sortent du pays, s'ils trouvent un seul médecin au Panama, un médecin qu'ils paient pour signer un bout de papier, c'est fini. Ils auront le contrôle légal total de tout. Votre maison, vos actifs, absolument tout. Il marqua une pause, et ces mots suivants me glacèrent jusqu'aux os. Ils peuvent liquider le Trust Alice, Édouard. Ils peuvent légalement vous enterrer vivant, et je ne pourrai rien y faire. Rien du tout. Juste à ce moment-là, un coup lourd a fait trembler la porte des toilettes. Monsieur. C'était l'agent de police. Tout va bien là-dedans? Votre fils et sa femme sont très inquiets. Ils disent que vous vous êtes calmé et qu'ils sont prêts à vous ramener à la maison. Ils étaient juste derrière la porte. Solal, sifflai-je dans le téléphone. Ils sont là. Ils essaient de me ramener à la maison. Vous devez me sortir d'ici maintenant. Ne les laissez pas me prendre. J'envoie quelqu'un, dit Solal, sa voix sombre. Un jeune associé de notre bureau de Paris. Il sera là dans 20 minutes. Faites tout ce que vous avez à faire pour gagner du temps, Édouard. Ne partez sous aucun prétexte avec eux. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai aspergé mon visage d'eau froide. J'ai regardé l'homme de 71 ans dans le miroir. L'homme qui venait d'être trahi par son propre enfant. L'homme qui se battait maintenant pour sa vie. J'ai déverrouillé la porte. Je suis sorti en essayant d'avoir l'air fragile et confus, mais calme. Je m'excuse pour tout ce dérangement, dis-je à l'infirmière et à l'agent. C'était une crise de panique. Je suis tellement désolé. Grégoire et Mélissa se sont précipités vers moi, leur visage masque d'une inquiétude aimante. « Oh, papa !» dit Mélissa, essayant de me serrer dans ses bras, son parfum coûteux m'envahissant. J'ai reculé brusquement. Nous étions si inquiets. « Allez, on rentre à la maison !» dit Grégoire, essayant de saisir mon bras à nouveau. J'ai retiré mon bras. « Non !» dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Le sourire de Grégoire vacilla. « Quoi ?» Je veux rentrer chez moi, dis-je en regardant l'agent de police dans les yeux. Mais je ne partirai pas avec eux. Le visage de Grégoire, ce masque de fausse sollicitude, se tordit en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la pierre froide. Papa, ne sois pas ridicule. Tu es confus. Tu as eu une crise de panique. Nous te ramenons à la maison. Mélissa s'avança, tournant sa performance vers l'agent. Sa voix était sirupeuse de fausse sympathie. Officier, vous voyez, il est paranoïaque. C'est exactement ce que son médecin nous avait dit.
Il devient agité. Il a besoin d'un environnement calme. Il a besoin d'être avec nous. L'agent semblait déchiré. Il me regardait, un vieil homme tremblant, puis eux, l'image d'un couple compétent et inquiet. « Monsieur, dit-il à moi, sa voix hésitante. Ils ont effectivement un mandat de protection. Légalement, ils sont responsables de vos soins. Et ils en abusent, criai-je, ma voix se brisant. Je vous ai dit que je voulais voir mon avocat, maître Solal. Il joue la montre, dit Grégoire en s'avançant vers mon fauteuil roulant. Il fait ça tout le temps. Il essaie juste de créer une scène. Nous savons comment le gérer. Juste au moment où la main de Grégoire atteignait la poignée de mon fauteuil, une nouvelle voix coupa l'attention. Elle était nette, claire et autoritaire. Je vous conseillerais de ne pas toucher à mon client, monsieur Grégoire. Nous nous sommes tous retournés. Un jeune homme dans un costume bleu parfaitement taillé entrait dans le bureau médical. Il tenait une mallette fine en cuir. Il semblait trop jeune pour être avocat, mais il se déplaçait avec une assurance qui arrêta tout le monde net. « Qui diable êtes-vous » aboya Grégoire. « Je suis maître Lemaire », dit le jeune homme en tendant une carte de visite à l'agent de police. « Je suis associé au cabinet Solal et Associés. Je représente monsieur Édouard. » Le visage de Mélissa devint blême. Je pouvais voir son esprit s'emballer. Cela ne faisait pas partie de leur plan. « Dieu merci », soufflai-je en m'effondrant dans le fauteuil. « C'est absurde », balbutia Mélissa, récupérant rapidement. « Nous sommes sa famille. Nous avons le mandat ici même. » Il l'a signé. Elle brandit les papiers vers le jeune avocat. Maître Lemaire ne les regarda même pas. Il regarda directement l'agent de police. « Officier, mon client vient de faire l'objet d'une tentative d'enlèvement sous couvert de soins médicaux. » Enlèvement, explosa Grégoire. C'est de la diffamation. Nous sommes ses tuteurs. L'êtes-vous ? Demanda calmement maître Lemaire. Parce que ce mandat ne vous accorde l'autorité que si monsieur Édouard est déclaré incompétent. Et comme il est clairement assis ici à articuler ses souhaits, et qu'il a déjà contacté son conseil juridique, il est par définition parfaitement compétent. Il se tourna alors vers moi. « Édouard, avez-vous accepté ce voyage au Panama ?»« Non, dis-je, ma voix trouvant sa force. Ils m'ont dit que c'était des vacances. Je viens de découvrir que c'était un aller simple. » Maître Lemaire se retourna vers l'agent. « Un aller simple vers un établissement appelé El Paraiso. Nous avons des raisons de croire que cet établissement est un centre de détention offshore non autorisé. Mon client a été averti par une hôtesse de l'air que sa vie était en danger. »« C'est de la folie, » hurla Mélissa. « Il invente tout ça. Il est délirant. Il paie ce gamin pour dire ces choses. »« Alors cela ne vous dérangera pas, » dit maître Lemaire, sa voix baissant d'un ton, devenant menaçante, « si nous demandons à la compagnie aérienne de vérifier le statut de billet aller simple ? Et cela ne vous dérangera certainement pas que nous déposions en ce moment même une requête d'urgence auprès du tribunal judiciaire pour faire suspendre ce mandat pour suspicion de coercition et de fraude. » Le mot « fraude » résonna dans la petite pièce stérile. L'agent de police recula instinctivement d'un pas, s'éloignant de Grégoire et Mélissa. « Monsieur, » dit l'agent à Grégoire, sa voix désormais ferme et officielle. « Je ne peux pas, en bonne conscience, remettre monsieur Édouard sous votre garde. Il est libre de partir avec son représentant légal. » La couleur quitta le visage de Mélissa. Grégoire avait l'air de vouloir frapper quelqu'un. « Papa, » rugit-il, pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu fais une terrible erreur. Tu détruis cette famille. »« Vous l'avez déjà fait, » dis-je doucement. Maître Lemaire posa une main rassurante sur mon épaule. « Nous partons, Édouard. » Alors que le jeune avocat commençait à me faire sortir du bureau, Mélissa se jeta en avant et attrapa mon bras. Sa prise était comme du fer. Sa voix n'était plus un murmure. C'était un sifflement désespéré, venimeux. « Tu le regretteras, vieux fou. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. »« Oh, je pense que si, » dis-je en libérant mon bras. Nous les avons laissés là, plantés dans le terminal, leur plan parfait en ruine absolue. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. Mais je savais que ce n'était que le début. Le regard de mon fils promettait la guerre. Et j'étais prêt à me battre. Maître Lemaire a conduit non pas vers mon quartier tranquille, mais au cœur de Paris, vers un hôtel discret et luxueux du 8e arrondissement que je ne reconnaissais pas. Il m'a guidé par une entrée privée, nous faisant monter dans un ascenseur de service directement vers une grande suite. Maître Solal, mon avocat depuis 30 ans, se tenait près de la fenêtre, regardant les toits de Paris. Il ne ressemblait pas à l'homme chaleureux et amical avec qui j'avais partagé un cognac après les funérailles d'Alice. Aujourd'hui,
Il ressemblait à un général préparant une guerre, le visage gravé par la gravité de la situation. « Merci, le maire », dit Solal à son jeune associé. « Bon travail. Je prends le relais. » Le jeune homme hocha la tête et sortit, fermant la porte doucement derrière lui. « Édouard », dit Solal, sa voix sombre. Il fit signe vers un fauteuil en velours moelleux. « Asseyez-vous. Vous devez m'écouter très attentivement. » Je m'effondrai dans le fauteuil, mes jambes semblant être faites d'eau. Ils ont essayé de me faire disparaître. Solal. Un billet allait simple. Je sais, dit-il. J'ai déjà fait confirmer cela par la compagnie aérienne, et j'ai déjà confirmé l'existence d'El Parezo. C'est pire que ce que vous pensez. Il marqua une pause, laissant le poids du moment s'installer. Édouard, vous êtes en sécurité pour ce soir. Mais vous devez comprendre. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Je le regardais, confus. Que voulez-vous dire? Nous les avons arrêtés. Ils ont perdu. Solal secoua lentement la tête. Non, ils ont échoué. Il y a une différence. Ils ont échoué à vous faire sortir du pays. Ils ont perdu leur option facile. Maintenant, ils sont acculés. Pensez-y. Ils viennent de révéler tous leurs plans. Ils ont été exposés et ils sont désespérés. Il se pencha en avant, ses yeux verrouillés sur les miens. Vous n'avez aucune idée de ce dont ces deux-là sont vraiment capables. Ils ne s'arrêteront pas maintenant. Ils ne feront que devenir plus désespérés. Et les gens désespérés, Édouard, sont les gens les plus dangereux au monde. Solal se dirigea vers le minibar, ouvrit une petite bouteille d'eau et me la tendit. Buvez ça, Édouard. Vous êtes encore sous le choc. Je la pris, mais ma main tremblait tellement que l'eau éclaboussa mon pantalon. Solal, qu'est-ce que vous vouliez dire? Que voulez-vous dire par « ils seront plus désespérés » ? Nous les avons arrêtés. Ils ont été exposés. Solal soupira et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Il se pencha en avant, ses mains jointes entre ses genoux. Édouard, que saviez-vous des finances d'Alice? De ses finances personnelles, de sa famille? Je haussai les épaules, confus par la question. Je savais que sa famille avait de l'argent. Elle en a hérité un peu. Nous étions à l'aise. Elle a ouvert des comptes pour moi après son diagnostic. Elle a dit que cela faciliterait les choses pour payer les factures. Je n'ai jamais regardé de trop près. Je lui faisais confiance. Pourquoi? Alice n'était pas juste à l'aise, Édouard, dit Solal, sa voix calme. Elle était, pour utiliser le terme juridique précis, extraordinairement riche. L'argent de sa famille n'était pas juste un peu. C'était une fortune considérable issue du transport maritime. Je le fixais. De quoi parlez-vous? Nous vivions en banlieue. Nous conduisions une vieille Peugeot. C'était son choix, dit Solal. Elle avait vu ce que l'argent avait fait à ses propres cousins. Elle le méprisait. Elle le cachait. Elle vivait simplement. Mais c'était une investisseuse brillante. Et il y a 5 ans, sachant que sa santé était incertaine, elle a créé un trust irrévocable. Un trust, Édouard, dont elle n'a jamais discuté en détail avec vous ou Grégoire. Une terreur froide, plus lourde que la peur à l'aéroport, commençait à s'installer dans mon estomac. Quoi? De combien parlons-nous, Solal? Solal ne cligna pas des yeux. À l'ouverture du marché ce matin, le trust Alice Parker est évalué à 52 millions d'euros. Je ne pouvais pas parler. Le chiffre était abstrait. Il n'avait aucun sens. 52 millions. Et voici la partie que vous devez comprendre, continua Solal, sa voix comme celle d'un chirurgien. Vous, Édouard, êtes le bénéficiaire principal des revenus. On vous verse une allocation mensuelle très généreuse à partir des intérêts. C'est pourquoi vos comptes bancaires personnels ont toujours semblé parfaitement sains. C'est pourquoi Grégoire et Mélissa supposaient que vous étiez juste un retraité avec une bonne pension. J'étais encore sous le choc. Mais si c'est un trust, s'il est protégé, quel est le problème? Que peuvent-ils faire? Le visage de Solal s'assombrit. C'est le génie et l'horreur du plan d'Alice. Elle était terrifiée par Grégoire. Elle a vu son avidité, son imprudence bien avant vous. Elle savait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Alors, elle a protégé l'argent de lui. Protégé? Demandai-je. Oui, mais elle a aussi créé une bombe à retardement. Le document du trust, que j'ai ici, il tapota sa mallette, a une stipulation très spécifique, une clause d'incapacité. Je le regardais, ne comprenant pas la clause stipule, expliqua Solal, que si vous, Édouard, êtes un jour jugé légalement incompétent pour gérer vos propres affaires, soit par un tribunal français,
soit par la déclaration signée et notariée de 2 médecins certifiés, votre statut de bénéficiaire est résilié. Résilié instantanément. Et la totalité du capital de 52 millions d'euros, dit Solal, laissant les mots flotter dans l'air, doit être versée immédiatement aux bénéficiaires secondaires. Une réalisation terrible et écœurante m'envahit. Oh mon Dieu, qui ? Chuchotai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Qui est le bénéficiaire secondaire ? Votre fils, Grégoire. Je sentis l'air quitter mes poumons. Tout devenait limpide. Les vacances, le billet aller simple, l'établissement spécial, les papiers de tutelle. Il n'essaie pas juste de prendre le contrôle de ma pension, n'est-ce pas ? Ou la maison. La maison n'est rien, dit Solal sombrement. Il n'a jamais été question de vos modestes économies, Édouard. Il n'a jamais été question que vous soyez un fardeau. C'était un braquage de 50 millions d'euros, et ils étaient à ça de réussir. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un médecin payé au Panama pour signer un papier, et ils auraient activé cette clause avant même que je sache que vous étiez parti. J'ai finalement compris la terreur dans les yeux de Jeanne. La rage meurtrière pure de Grégoire. Alors maintenant, dis-je, les pièces s'emboîtant. Maintenant que le plan Panama a échoué. Maintenant, interrompit Solal, ils doivent essayer le plan B. Ils doivent vous faire déclarer incompétent ici, en France. Ils n'ont pas d'autre choix. Leurs dettes sont dues. Ils sont acculés. Et maintenant, ils ne seront pas subtils. Ils seront rapides et ils seront brutaux. Solal arpentait la suite de l'hôtel, ses mains derrière le dos. Édouard, vous êtes le bénéficiaire principal. Cela signifie simplement que depuis 6 mois, une somme importante est déposée sur votre compte courant le 1er de chaque mois. Assez pour couvrir l'emprunt, les factures, la voiture, l'assurance, et laisser un coussin très confortable. Je le fixais. Je pensais que c'était ma retraite et celle d'Alice. Je supposais juste que les comptes étaient configurés. Elle voulait que vous supposiez cela, dit Solal en s'arrêtant pour me regarder. Elle voulait que votre vie continue sans accroc. Elle ne voulait pas que vous ayez à vous soucier d'une seule facture. C'était le dernier cadeau d'Alice pour vous laisser faire votre deuil en paix. Il marqua une pause et son expression se durcit. Mais ce n'était pas son seul motif. Alice était brillante. Elle était stratège. Et Édouard ? Alice avait peur. Peur ? Chuchotai-je. Peur de quoi ? De Grégoire, dit Solal platement. Elle l'aimait. Mais elle n'était pas aveugle. Elle voyait des choses que vous, en tant que père, ne pouviez peut-être pas voir. Ou peut-être que vous ne vouliez tout simplement pas voir. Il recommença à faire les 100 pas, énumérant des points sur ses doigts. Elle voyait la façon dont il regardait les peintures de sa famille quand il visitait. Elle savait pour l'argent qui disparaissait de son sac à main quand il rentrait de l'université. Elle voyait la série d'idées d'affaires ratées, chacune ayant besoin d'un peu plus de capital de départ. Elle voyait son impatience. Elle voyait son avidité. Elle savait, Édouard. Elle savait qu'on ne pouvait pas lui confier son héritage. Je voulais défendre mon fils. Je voulais dire qu'il était juste ambitieux, qu'il faisait des erreurs. Mais les mots moururent dans ma gorge parce qu'au fond de moi, je savais que Solal avait raison. Alors, continua Solal, le trust n'a pas seulement été conçu pour subvenir à vos besoins. Il a été conçu pour protéger le capital, les 52 millions, de Grégoire. Il n'était jamais censé y toucher. Pas tant que vous étiez en vie et en bonne santé. Mais alors quel était leur plan ? Demandai-je. Si le trust est verrouillé, à quoi bon m'emmener au Panama ? Solal s'arrêta et me fit face. Ses yeux étaient graves. Parce qu'Alice, dans son génie, a créé une échappatoire, un plan d'urgence que Grégoire et Mélissa ont transformé en arme. Enterré profondément dans le document du trust, dans un langage juridique dense, se trouve l'article 12A. Je l'appelle la clause d'incapacité. Il laissa les mots flotter dans l'air. Elle était destinée à vous protéger au cas où vous deviendriez vraiment malade, si vous subissiez un AVC ou développiez une démence sévère et ne pouviez pas gérer vos propres affaires. C'était une sécurité. Que fait-elle ? Demandai-je, redoutant la réponse. Elle stipule, dit Solal, sa voix lente et précise, qu'en cas de déclaration d'incompétence légale. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre le faible bruit de la circulation 20 étages plus bas. Je pouvais sentir mon propre cœur marteler contre mes côtes. Ce n'était pas seulement pour m'écarter. Ce n'était pas pour me faire taire. Le billet allait simple, les faux papiers, l'établissement spécial, le médecin qui m'attendait. Oh mon Dieu, chuchotai-je, le poids monstrueux de la chose m'écrasant. Il n'essayait pas seulement de me contrôler.
Solal ferma le lourd document avec un bruit sourd. Non, Édouard, dit-il, sa voix maintenant froide comme l'acier. Ils essayaient d'activer la clause. Ce n'était pas pour votre bien. C'était un braquage. Je me levai du fauteuil et marchai vers la fenêtre, regardant le flou des taxis parisiens dans la rue en contrebas. 52 millions. Le chiffre était obscène. C'était un mobile pour un meurtre, et ils avaient presque réussi. Il essaiera encore, dis-je, ma voix creuse. Solal, il le faut. Il ne va pas juste abandonner. Non, il ne le fera pas, approuva Solal. Et maintenant que le plan Panama a échoué, il passera au plan B. Il essaiera de vous faire déclarer incompétent ici à Paris. Il trouvera un autre médecin. Un docteur. Reed, peut-être, quelqu'un qu'il peut payer. Il commencera à monter un dossier. Alors nous devons en monter un plus vite, dis-je en me retournant vers lui. Ma peur se durcissait en quelque chose d'autre. Une colère froide et tranchante. Nous avons besoin de l'hôtesse de l'air, Jeanne. Solal hocha la tête, sortant déjà son téléphone. Exactement. Elle est notre seul témoin corroborant des événements à l'aéroport. Sans elle, c'est votre parole contre la leur. C'est la parole d'un vieil homme confus contre sa famille aimante. Ils s'en prendront à elle, Solal, insistai-je. Quand ils découvriront que c'est elle qui m'a prévenu, elle pourrait être en danger. Ou ils la paieront. Nous devons la trouver en premier. Je suis déjà dessus, dit Solal en composant un numéro. J'ai un homme pour des situations comme celle-ci. Mason. C'est un détective privé. Il n'est pas donné, mais c'est le meilleur. Il mit le téléphone à son oreille. Mason, c'est Solal. J'ai une situation. Je veux tout savoir sur deux individus, Grégoire et Melissa Parker. Oui, ce Grégoire. Je veux tout. Compte bancaire, carte de crédit, associés connus, dettes, surtout les dettes. Je veux savoir à qui ils parlent, où ils vont. Je me fiche de ce que ça coûte. J'en ai besoin pour hier. Il raccrocha. Mason est sur le coup. Il la trouvera et il découvrira jusqu'où va la pourriture avec Grégoire. Il a toujours été impulsif, murmurai-je, pensant à mon fils. Il a toujours eu de grandes idées qui n'ont jamais tout à fait fonctionné. Ce n'était pas une idée, Édouard, dit Solal sombrement. C'était une conspiration. Et Melissa, ne la sous-estimez pas. Je devine qu'elle est l'essence et que Grégoire est le feu. Maintenant, nous attendons que Mason nous dise ce que nous affrontons vraiment. Cela nous dira de quoi ils sont capables ensuite. L'appel est arrivé 2 jours plus tard. Je faisais les 100 pas dans la suite de l'hôtel, qui commençait à ressembler à une prison dorée. J'avais mangé du service d'étage sans goût et regardé un écran de télévision que je ne voyais pas. Solal était avec moi, travaillant silencieusement sur son ordinateur portable. Lorsque son téléphone a vibré, il l'a saisi. Solal. Il a écouté un long moment, son visage impassible. Je vois. Et son statut. Il a écouté à nouveau. Compris. Mettez-la en lieu sûr. Je veux lui parler en personne, mais pas avant qu'elle soit en sécurité. Il a mis l'appel en sourdine et m'a regardé. C'était Mason. Il a trouvé Jeanne. La compagnie aérienne l'a suspendue indéfiniment pour avoir causé une perturbation passager et retardé un vol. Elle est terrifiée. Elle pense qu'il surveille sa maison. Mason la déplace dans un appartement de fonction en ce moment même. Mon cœur se serra. La carrière d'une jeune femme était en péril. Tout ça parce qu'elle avait essayé de me sauver, moi, un parfait inconnu. Solal, nous devons la protéger. Nous devons payer. Nous le ferons, dit-il, et il réactiva le téléphone. Très bien, Mason, qu'en est-il des finances? Que regardons-nous vraiment? Il appuya sur le bouton haut-parleur. Une nouvelle voix, rauque et professionnelle, remplit la pièce. Maître Solal, monsieur Édouard, ce n'est pas juste mauvais, c'est une catastrophe. Allez-y, dit Solal. Grégoire n'est pas seulement ambitieux, crachota la voix de Mason. Il est fauché. Complètement, totalement en faillite. Son cabinet de conseil est une coquille vide. Il n'a pas facturé un seul client depuis 9 mois. Il vit d'air pur. C'est impossible, dis-je. Sa voiture, leur appartement, tout est en leasing et tout a 3 mois de retard, répondit Mason. Il finance sa vie en jonglant avec les dettes de cartes de crédit. Il a 27 cartes actives, tout au plafond. C'est juste la surface. Il siphonnait de l'argent d'ailleurs pour rester à flot. Solal et moi nous sommes regardés. Le compte courant, murmura Solal. L'allocation d'Alice. Je me sentis malade. Je lui ai donné une carte de débit après la mort d'Alice.
Pour les urgences de la maison, je lui ai dit. Au cas où j'aurais besoin qu'il m'achète quelque chose. Il a acheté des choses, c'est sûr, dit Mason. Retrait d'espèces régulier. 5 000 ici, 10 000 là. Ça ressemble à environ 60 000 € ces 4 derniers mois. Mais ce n'est pas le vrai problème. Les cartes de crédit sont un désastre, mais elles sont gérables. Quel est le vrai problème, Mason? Demanda Solal. Les autres prêts, dit Mason. Monsieur Solal, le fils de votre client a une maladie. Il aime jouer. Paris sportif à gros enjeux, salles de poker en ligne qui ne sont pas basées dans ce pays. Combien? Chuchotai-je, ma voix à peine audible. Il est dedans jusqu'au cou. J'ai tracé des paiements vers 3 comptes offshore et, plus inquiétant, vers 2 prêteurs privés opérant depuis la banlieue nord. Non officiels. Le genre qui ne remplit pas de paperasse et ne vérifie pas votre score de crédit. Mason, dit Solal, sa voix dure. Donnez-nous le chiffre. Il y eut une pause, le bruit d'un papier qu'on froisse. D'après mes calculs, ces dernières 48 heures, Grégoire a un trou d'au moins 2 millions d'euros. 2 millions. Je m'effondrai dans le fauteuil. Il ne peut pas. C'est insensé. Et sa femme Mélissa n'aide pas, continua Mason, sa voix dénuée d'émotion. Ce n'est pas une joueuse. C'est juste un trou noir pour le cash. J'ai des reçus des Galeries Lafayette, Chanel, un nouveau leasing pour un SUV signé la semaine dernière. Elle dépense de l'argent comme si elle était déjà millionnaire. Ils vivent un fantasme. Donc, ils sont désespérés, dit Solal. C'est la pièce finale, dit Mason. Ces prêteurs privés, ils ne sont pas patients. Ce ne sont pas des banques. J'ai eu des échos d'un informateur. Grégoire a reçu une date limite. Il a manqué son dernier paiement de bonne foi il y a 2 semaines. Ils lui ont donné une dernière extension, une finale. Quelle est la date limite? Demanda Solal. 30 jours, répondit Mason. C'était il y a 9 jours. Ils veulent leurs 2 millions dans 21 jours. Ou pour citer ma source, Mélissa va découvrir à quoi ressemblent les rotules de Grégoire vus de l'intérieur. La pièce était silencieuse. J'ai regardé Solal. Les dates, le voyage soudain, le billet aller simple. C'est pour ça, dis-je, la terrible réalisation me frappant. C'est pour ça le Panama. Ce n'était pas juste un plan. C'était une échéance. Il devait me faire sortir du pays, me faire déclarer incompétent, et mettre la main sur le trust d'Alice immédiatement. Oui, dit Solal, le visage sombre. Et maintenant que vous êtes ici, leur option facile a disparu. Il leur reste 21 jours. Mon sang se glaça. Quoi? Que vont-ils faire maintenant? Solal ferma les yeux une seconde. Ils ne peuvent pas attendre une longue bataille judiciaire, Édouard. Ils n'ont pas le temps. Ils devront agir vite. Et quoi qu'ils fassent ensuite, ce ne sera pas subtil. Ce sera bâclé. Et ce sera extrêmement dangereux. Le silence dans la suite de l'hôtel était suffocant. 21 jours. Le chiffre résonnait dans ma tête. Un compte à rebours vers la ruine de mon fils, ou la mienne. Ils appelleront, dis-je. Ils essaieront de me joindre. Ils essaieront de quoi? S'excuser? Supplier. Solal secoua la tête. Non, ils ne vous supplieront pas. Ils essaieront de vous discréditer. Ils essaieront de vous dépeindre exactement comme ce qu'ils ont dit à l'agent de police. Que vous êtes un vieil homme confus et paranoïaque. Ils le doivent. C'est leur seul mouvement restant. Il avait raison. La preuve est arrivée moins d'1 heure plus tard. Mon téléphone portable personnel, que j'avais gardé silencieux, s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Bill Harrison, mon plus vieil ami. Nous avions fait notre service militaire ensemble. J'ai regardé Solal. Il a hoché la tête. Répondez. Mettez le haut-parleur. Écoutons ce qu'ils vendent. J'ai appuyé sur le bouton. Bill. Édouard. Dieu merci. Tu vas bien? Où es-tu? La voix de Bill était frénétique d'une inquiétude manufacturée. Je vais bien, Bill. Je suis avec mon avocat. Pourquoi? Il y eut une pause. Ton avocat? Édouard, qu'est-ce qui se passe? Grégoire vient de m'appeler. Il avait l'air terrifié. Il a dit que tu avais eu une sorte de dépression à l'aéroport. Il a dit que tu n'allais pas bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Bill? Il a dit que tu es confus depuis la mort d'Alice. Que tu es devenu paranoïaque. Il a dit que tu les accuses, lui et Mélissa, de choses terribles, d'essayer de te voler. Il a dit qu'un avocat t'est monté à la tête, t'a convaincu de ses fantasmes et te manipule pour atteindre l'argent d'Alice.
J'ai fermé les yeux. C'était exactement ce que Solal avait prédit. La campagne de diffamation avait commencé. Il a dit que tu es un danger pour toi-même, Édouard, continua Bill, sa voix lourde d'inquiétude. Il a dit que tu t'es enfui et qu'ils essaient juste de te trouver pour te donner l'aide médicale dont tu as besoin. Il pleurait, Ed. Il pleurait. Bill, tu dois m'écouter. Non, toi écoute, Ed. Grégoire est ton fils. Il t'aime. Quoi que cet avocat te dise, c'est faux. Rentre à la maison. Parle à ta famille. Bill, Je dois y aller. Fais-toi aider, Édouard, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. La ligne a coupé. J'ai fixé le téléphone. La trahison était si complète, si calculée. Il avait empoisonné mon plus vieil ami contre moi en un seul appel. C'est le plan B, dit doucement Solal. Il n'essaie pas seulement de monter un dossier pour un juge. Il vous isole. Il retourne tout votre système de soutien contre vous, un par un. Au moment où nous arriverons au tribunal, ils veulent que vous n'ayez plus personne dans votre coin. Ils veulent que le monde croie que vous êtes exactement ce qu'ils ont besoin que vous soyez, dangereusement instable. Et je savais qu'il avait raison, car ils n'étaient plus seulement mon fils et ma belle-fille. C'étaient des animaux acculés, prêts à dévorer n'importe qui pour atteindre leur prix de 50 millions. Cela a pris encore 24 heures. 24 heures à faire les 100 pas dans la suite, à fixer mon téléphone, à imaginer chaque scénario terrible. J'étais un homme de 71 ans qui avait construit une vie tranquille. Et maintenant, je me sentais comme un fugitif. Solal était ma seule ancre. Quand son téléphone a finalement vibré avec le nom de Mason, j'ai arrêté de respirer. « Parle-moi », dit Solal en mettant l'appel sur haut-parleur. Je l'ai, crachota la voix de Mason. Jeanne. Ce n'était pas facile. Elle n'était pas à son appartement. Est-elle en sécurité? Ai-je laissé échapper? Elle l'est maintenant, dit Mason. Mais elle ne va pas bien. Je l'ai trouvée chez sa sœur. La compagnie l'a suspendue. Elle est terrifiée. Elle pense qu'on la surveille. Elle dit qu'une berline noire est garée en face de son immeuble depuis 2 jours, depuis l'incident. Elle avait peur de rentrer chez elle. La surveille-t-il? Demanda Solal, sa voix tranchante. Difficile à dire, répondit Mason. Ça pourrait être les prêteurs de Grégoire. Ça pourrait être de la paranoïa. Peu importe. La menace lui semble réelle. Je la déplace dans un appartement sécurisé. Nous sommes propres. Personne ne nous a suivis. Elle est en sécurité. Bon travail, Mason. J'ai besoin de lui parler maintenant. Il y eut un bruit étouffé, puis une nouvelle voix, petite et tremblante. Allô? Mademoiselle Jeanne. Je m'appelle Solal. Je suis l'avocat de monsieur Édouard, l'homme que vous avez averti à l'aéroport. Je ne devrais pas vous parler, chuchota-t-elle. La compagnie a dit de ne parler à personne. Mademoiselle Jeanne, dit Solal, sa voix s'adoucissant, devenant gentille. Vous avez fait une chose incroyablement courageuse. Ce que vous avez fait n'était pas une perturbation. C'était un sauvetage. Nous allons arranger ça. Premièrement, à partir de ce moment, vous êtes sur la liste de paie de mon cabinet. Nous couvrirons chaque centime de vos salaires perdus et nous gérerons la compagnie aérienne. Votre emploi est sécurisé. Deuxièmement, vous êtes sous notre protection. Mason ne vous quittera pas. Personne ne peut vous toucher. Il y eut une longue pause, puis le bruit d'un sanglot étouffé. Je me fiche du travail, finit-elle par dire, sa voix épaisse d'émotion. C'est juste. Ils ont fait ça à mon grand-père, le père de ma mère. Ils l'ont mis dans une maison au Mexique. Ils ont dit qu'il était confus. Il n'est jamais revenu. Quand j'ai vu ce billet aller simple et le nom El Parezo, c'était juste comme si... Je ne pouvais pas laisser ça arriver encore une fois. Vous êtes une bonne personne, mademoiselle Jeanne, dis-je, ma propre voix tremblante. J'ai peur, monsieur Solal, chuchota-t-elle. Ces gens, la façon dont ils regardaient. Je sais, dit Solal. Mais nous avons besoin de vous. Vous êtes la seule personne qui a été témoin de leur tentative. Votre témoignage peut les arrêter pour de bon. Pouvons-nous compter sur vous? Une autre pause. Je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration tremblante. Oui, dit-elle, sa voix soudainement ferme. J'ai peur, mais je ne suis pas une lâche. Je parlerai. Je dirai au tribunal exactement ce que j'ai vu et exactement ce que je sais. Solal et moi passions en revue le rapport préliminaire de Mason. L'air dans la suite de l'hôtel était épais, lourd de la puanteur du désespoir de Grégoire. 2 millions. Je continuais à dire les mots,
me sentant étranger dans ma propre bouche. Dans 21 jours. Il ne peut pas penser qu'il va. Il ne pense pas, Édouard, dit Solal, le visage sombre. Il reagit. C'est un animal acculé, et il est sur le point de faire quelque chose d'irréfléchi. Comme convoqué par les mots, un coup fort et sec résonna dans la suite. Ce n'était pas le tapotement poli du service d'étage. C'était un martèlement impatient et autoritaire. Solal et moi nous sommes figés. Nous nous sommes regardés à travers la table basse. Personne, absolument personne n'était censé savoir que nous étions ici. Solal mit un doigt sur ses lèvres. Il rampa silencieusement sur l'épais tapis jusqu'à la porte et regarda par l'œilleton. Il resta immobile un long moment silencieux. Il recula, le visage pâle, les yeux écarquillés. « C'est eux », chuchota-t-il. « Grégoire et Mélissa. Oui, et ils ne sont pas seuls. Il y a 2 autres hommes avec eux. De grands hommes en costume. » Les coups recommencèrent, plus fort cette fois, faisant trembler la porte dans son cadre. « Papa, je sais que tu es là. » C'était la voix de Grégoire, étouffée, mais vibrant d'une rage qu'il n'essayait même plus de cacher. « Ouvre cette porte. Nous savons que tu es avec cet avocat. » « Ne bougez pas, » chuchota Solal, sa main déjà sur son téléphone en train de composer. « Ne dites pas un seul mot. »« Papa, s'il te plaît. » C'était maintenant la voix de Mélissa, un son aigu et doucereux qui était en quelque sorte plus terrifiant que la colère de Grégoire. « Nous sommes si inquiets pour toi. Nous voulons juste parler. Nous avons amené quelqu'un qui peut t'aider. »« Qui » articulai-je silencieusement à Solal. Solal leva la main, écoutant son appel. « Maçonne, j'ai un code rouge. Ma position, suite 402 maintenant. Ils sont ici. Ils essaient de forcer l'entrée. Amenez votre équipe. » Le martèlement sur la porte devint un battement rythmique violent. « Édouard » hurla Mélissa, sa voix maintenant calibrée pour que tout le couloir l'entende. « S'il te plaît, le docteur Reed est là. Il veut juste te poser quelques questions. C'est un spécialiste. Il est là pour t'aider. » Docteur Reed. Le médecin payé. Mon Dieu, il n'avait pas juste trouvé un autre médecin. Il l'avait amené. C'était ça. C'était le plan B. Ils vont essayer de lui faire signer une évaluation de compétences ici même, chuchota Solal, ses yeux parcourant la pièce, évaluant la situation. Ils essaient de fabriquer la signature des 2 médecins maintenant. L'autre homme doit être le 2e médecin. « Ouvre cette porte, papa » rugit Grégoire. « Tu n'es pas bien. Si tu n'ouvres pas cette porte, nous demanderons à la sécurité de l'hôtel de le faire. Nous avons ton mandat médical. Nous avons le droit de te voir. » C'était leur mouvement. C'était brillant et horrifiant. Ils créaient une scène publique hystérique. Ils me dépeignaient comme le patient mental barricadé et non coopératif. Ils essayaient d'amener la sécurité de l'hôtel ou même la police à être leurs muscles pour me traîner hors de ma chambre et me remettre aux soins de leur médecin payé. Le téléphone près du lit de l'hôtel sonna, strident et exigeant. C'était la réception. Solal le saisit. « Ici, maître Solal. Je suis le conseil juridique du client dans cette chambre. Oui, je suis conscient de la perturbation. Les personnes dans le couloir violent une ordonnance restrictive en cours. Ils tentent d'enlever mon client. Non, il n'est pas en détresse médicale. Il est sous ma protection juridique. Envoyez votre chef de la sécurité ici immédiatement et je vous conseille d'appeler la police nationale. » Il raccroca brutalmente. Instantanément, le martèlement sur la porte cessa. Silence de mort. Je pouvais entendre des chuchotements frénétiques et étouffés de l'autre côté. Ils se disputaient. Ils ne s'étaient pas attendus à ce que j'aie un avocat dans la chambre avec moi. Ils s'étaient attendus à trouver un vieil homme effrayé, confus et isolé qu'ils pourraient facilement maîtriser. « Ils ne partent pas », chuchotai-je. « Non », dit Solal calmement en ajustant sa cravate. « Ils sont juste en train de décider quoi faire ensuite. » Un coup lourd et solide d'un poing sur la porte de la suite résonna à travers la pièce. Ce n'était pas un coup poli. C'était une exigence. « Papa, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. Nous savons que tu es avec cet avocat. » La voix de Grégoire était étouffée par le bois épais, mais la rage transperçait, brute et vibrante. J'étais figé dans le fauteuil, mon cœur comme un oiseau piégé contre mes côtes. Solal, mon avocat, se tenait près de la porte, écoutant. Il leva une seule main apaisante. Puis vint la voix de Mélissa, un son aigu, sirupeux et doux qui était en quelque sorte plus terrifiant que la colère de Grégoire. « Papa, Édouard, s'il te plaît. Nous sommes si inquiets pour toi. Nous voulons juste parler. Nous avons amené quelqu'un qui peut t'aider. Le docteur Reed est là.
C'est un spécialiste, chérie. Il veut juste te poser quelques questions. Dr Reed. Le nom flottait dans l'air. Le médecin payé. C'était ça. C'était le plan B. Ils essayaient d'obtenir la signature de leur deuxième médecin ici même. Maintenant, pour me déclarer incompétent. Solal secoua lentement la tête. Nous restâmes parfaitement silencieux. Le silence depuis le couloir s'étira pendant 10 longues secondes tendues. Il s'était attendu à ce que je réponde, à ce que je sois seul et effrayé. Il ne s'était pas attendu à ce que je sois silencieux. Puis la performance commença. « Oh mon Dieu !» hurla Mélissa, sa voix montant soudainement dans un registre hystérique. Un son conçu pour porter, pour résonner dans tout le couloir de l'hôtel. Il ne répond pas, Grégoire. Il ne répond pas. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Et s'il était blessé? Le martèlement sur la porte reprit. Cette fois, frénétique, violent. Bang, bang, bang. Papa, ouvre la porte, rugit Grégoire. Au secours, cria Mélissa, non plus à la porte, mais au couloir en général. Que quelqu'un nous aide. Mon beau-père est là-dedans. Il est mentalement instable. Il ne va pas bien. Il s'est enfui, et il est un danger pour lui-même. Il parlait de mettre fin à ses jours. Mon sang se glaça. Elle mentait. Elle disait à tout l'hôtel que j'étais suicidaire. Les yeux de Solal se plissèrent. Brillant, marmonna-t-il dans sa barbe. Elle fabrique un contrôle de bien-être. Elle essaie d'amener la sécurité de l'hôtel ou même la police à être son muscle pour enfoncer cette porte pour eux. Je pouvais entendre d'autres portes s'ouvrir dans le couloir. Des voix étouffées. Qu'est-ce qui se passe là-bas? S'il vous plaît, sanglotait Mélissa, une performance à part entière maintenant. Il a 71 ans. Il a de la démence. Son horrible avocat est là-dedans avec lui, essayant de prendre son argent. Il l'a convaincu que nous étions l'ennemi. Sécurité. Nous avons besoin de la sécurité. Il doit être emmené à l'hôpital. C'était leur plan pour créer une scène publique si frénétique, si crédible que la sécurité de l'hôtel n'aurait d'autre choix que de forcer la porte. Au moment où je serais traîné dans le couloir, confus et protestant, leurs 2 médecins, Reed et l'autre homme en costume, s'abattraient sur moi. Ils me déclareraient agité et incompétent sur le champ. Ils me feraient interner avant que Solal ne puisse même déposer une motion. Ils accéléraient la clause d'incapacité. Juste à ce moment-là, le téléphone de l'hôtel sur le bureau sonna, un son strident et perçant qui coupa le bruit du couloir. Solal s'approcha calmement et décrocha. « Ici, maître Solal. » Il écouta une seconde. « Oui, je suis parfaitement conscient de la perturbation. Je suis le conseil juridique du client dans cette chambre, monsieur Édouard. Mon client n'est pas en détresse médicale. Il est, cependant, harcelé et diffamé par les 2 individus dans votre couloir. Nous avons un mandat de protection, hurla Grégoire depuis l'extérieur, sa voix tendue par la frustration. Nous avons le droit légal de le voir. Ouvrez cette porte ou nous vous ferons accuser d'enlèvement d'une personne âgée. Solal l'ignora, sa voix au téléphone calme et autoritaire. Les 2 individus dans le couloir, M. Grégoire et Mme Mélissa Parker, font l'objet d'une requête d'ordonnance restrictive d'urgence que nous déposons en ce moment même pour leurs actions à l'aéroport de Roissy qui incluait une tentative d'enlèvement. Ils sont ici avec 2 hommes non identifiés qui viennent de se présenter comme des professionnels médicaux dans le but de faire interner mon client contre sa volonté pour un gain financier. Il marqua une pause, laissant cela pénétrer. Oui, je parle du Trust Alice Parker de 52 millions d'euros. Je suis sûr que le service juridique de votre hôtel comprendra la responsabilité catastrophique si vous les aidez dans cet acte illégal. Non, nous n'avons pas besoin d'assistance. Nous exigeons que vous les fassiez évacuer de cet étage. Si vous ne le faites pas, nous tiendrons l'hôtel pour responsable de complicité. Merci. Il raccrocha le téléphone. Silence de mort absolue depuis le couloir. Les cris avaient cessé. Le martèlement avait cessé. Puis j'entendis des chuchotements frénétiques, furieux. Je pouvais entendre la voix de Mélissa, haute et paniquée. Comment? Comment savait-il? Comment savait-il ça? Et celle de Grégoire. Tais-toi. Tais-toi juste. On doit partir maintenant. J'entendis des pas lourds et rapides battre en retraite dans le couloir. Un instant plus tard, le tintement distant de l'ascenseur. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais même pas que je retenais. Tout mon corps tremblait. Ça, dit Solal calmement en rajustant sa cravate, c'était leur mouvement désespéré et bâclé. Ils ont échoué. Il me regarda, le visage sombre. Maintenant, ils vont passer à l'option finale et unique qui leur reste. Quelle est l'option finale? Chuchotai-je.
Les tribunaux, dit Solal. Ils ne peuvent plus vous tendre d'embuscade, alors ils vont essayer de vous détruire légalement, publiquement et définitivement. Le tribunal était froid, non pas la température, mais l'ambiance. Le silence était lourd, ponctué seulement par une toux sèche au fond de la salle. Les bancs en bois étaient durs, impitoyables, conçus pour le jugement, pas pour le confort. J'étais assis à côté de Solal, mes mains serrées si fort que mes jointures étaient blanches. De l'autre côté de la salle, je les voyais, Grégoire et Mélissa. Ils n'étaient pas habillés dans la rage frénétique et désespérée que j'avais vue à l'hôtel. Ils étaient transformés. Mélissa portait une robe bleu marine modeste à col haut, ses cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à une fille en deuil, respectable et le cœur brisé. Grégoire portait un costume sombre simple, son visage un masque de sollicitude solennelle. Ils avaient l'air innocents. Ils avaient l'air crédibles. Ils ne me regardaient pas. Ils chuchotaient à leur avocat, un homme dont le costume coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il était lisse, avec des cheveux argentés et un sourire qui semblait attaché en permanence à son visage. Et le pire, ils avaient l'air confiants, suffisants. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient gagné celle-ci. Ils avaient leur histoire. Ils avaient leurs documents falsifiés. Et ils avaient leurs médecins payés. C'était juste la formalité finale avant qu'ils ne collectent leur prix de 52 millions. « Levez-vous » dit l'huissier. Le juge entra, accompagné de ses assesseurs. La salle s'installa. Mon cœur avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Maître Peterson » dit le juge en hochant la tête vers leur avocat. « Vous pouvez commencer. » Leur avocat se leva, boutonnant sa veste. Il marcha vers la barre, ses mouvements lents et théâtraux. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, commença-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse empathie. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire d'avidité. C'est une histoire de tragédie. » Il pointa un doigt compatissant vers Grégoire et Mélissa. C'est la tragédie de deux enfants dévoués, Grégoire et Mélissa Parker, qui regardent le père qu'ils aiment, l'homme brillant qui les a élevés, disparaître sous leurs yeux. Il marqua une pause, laissant les mots pénétrer. Je pouvais voir les juges se pencher en avant. Vous entendrez, continua-t-il, comment M. Édouard, le père de mon client, a subi un déclin cognitif sévère et rapide depuis le décès tragique de sa bien-aimée épouse, Alice. Vous entendrez comment il est devenu paranoïaque, délirant, un danger pour lui-même. Et vous entendrez comment son fils et sa belle-fille ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour lui obtenir l'aide dont il a si désespérément besoin, seulement pour être bloqué à chaque tournant par des opportunistes cherchant à contrôler sa vaste succession. Il fit un geste vague vers Solal, qui restait aussi immobile qu'une statue. Ce n'est pas un procès. C'est une intervention. Et aujourd'hui, nous demandons au tribunal de faire ce qui est juste, de protéger Édouard de lui-même, de le placer sous la tutelle des seules personnes au monde qu'il aime vraiment. C'était une performance magistrale. J'étais déjà le méchant. Les requérants appellent leur premier témoin, dit-il en se tournant. Docteur Marcus Reed. Le docteur Reed, l'homme du couloir de l'hôtel. Il marcha vers la barre. Il ressemblait exactement à ce qu'ils avaient choisi. Crédible, distingué avec des tempes grisonnantes et une expression paternelle bienveillante. Il était l'image parfaite du médecin de confiance. Il prêta serment, sa voix calme et assurée. « Docteur Reed, » commença leur avocat, « depuis combien de temps consultez-vous sur le cas de M. Édouard ? » « J'ai été contacté pour la première fois par M. Grégoire Parker il y a environ 4 mois, » dit Reed, regardant les juges avec une profonde sincérité. Il était profondément préoccupé par la confusion croissante de son père. « Et qu'avez-vous observé ? » J'ai commencé une observation informelle, mentit Reed avec fluidité. À la demande de M. Parker, j'étais présent lors de plusieurs rassemblements sociaux. J'ai observé M. Édouard affichant des signes classiques de démence à début rapide, probablement Alzheimer. Quels signes spécifiquement ? Désorientation, dit Reed en les énumérant. Grave perte de mémoire. Il n'a pas reconnu sa propre belle-fille à 2 reprises. Et le plus troublant, une paranoïa sévère. Paranoïa, suggéra l'avocat. Oui. Il a développé une fixation selon laquelle sa famille était contre lui. Il croyait qu'ils essayaient de l'enlever. Cela a culminé avec l'incident malheureux à l'aéroport. Un délire paranoïaque classique. Croire qu'une hôtesse de l'air était un messager secret, simuler une crise cardiaque pour débarquer. Ce ne sont pas les actions d'un esprit rationnel. Ce sont des symptômes classiques d'une rupture psychotique. Je serrai la coudoir. Il tordait l'héroïsme de Jeanne pour en faire ma folie. Et concernant l'incident à l'hôtel, docteur. Encore plus préoccupant, dit Reed en secouant la tête tristement.
Monsieur Parker a localisé son père et j'ai gracieusement offert de lui parler pour faire un simple contrôle de bien-être. Monsieur Edward s'est barricadé dans sa chambre. Il a refusé toute aide médicale. Cela démontre un schéma clair de comportement. Il est un danger pour lui-même et n'est pas capable de prendre des décisions rationnelles concernant ses propres soins. L'avocat s'approcha de la barre des témoins. Docteur, selon votre opinion professionnelle, Monsieur Edward est-il capable de gérer ses propres affaires financières? Spécifiquement. Il laissa tomber le chiffre. Un trust évalué à plus de 50 millions d'euros. Le docteur Reed me regarda, ses yeux pleins d'une fausse pitié. Absolument pas, dit-il, sa voix ferme. Il n'a aucune notion de ses propres finances. Il est hautement susceptible à une influence indue. Il jeta un coup d'œil à Solal. Selon mon avis médical, Monsieur Edward nécessite une mise sous tutelle immédiate et des soins surveillés à temps plein avant qu'il ne se blesse ou qu'on ne le blesse. J'ai regardé les juges. Ils le croyaient. Chacun d'eux. Mon estomac se tordit. Nous étions en train de perdre. Quand le docteur Reed descendit de la barre, le tribunal me regarda avec une pitié ouverte et douloureuse. Il voyait un homme brisé. Les requérants appellent Grégoire Parker, annonça l'avocat. Mon fils se leva. Il marcha vers la barre, les épaules voûtées. Il avait l'air épuisé, le cœur brisé. Il tenait un petit mouchoir froissé dans sa main. Quand il prêta serment, sa voix se brisa sur le mot « vérité ». Monsieur Parker, commença son avocat, sa voix douce, comme un prêtre parlant à un paroissien en deuil. Veuillez dire au tribunal quel est l'état d'esprit de votre père depuis que votre mère, Alice, est décédée il y a 6 mois. Grégoire baissa les yeux. Il tamponna ses yeux avec le mouchoir. Il est juste parti, chuchota-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Ma mère, elle était tout son monde. Son roc. Quand nous l'avons perdu. Il prit une inspiration tremblante. Quand il a perdu, l'homme que je connaissais, il a juste disparu. Que voulez-vous dire par disparu? Il est perdu, dit Grégoire en levant les yeux vers les juges, ses yeux brillants de larmes non versées. Il ne mange pas. Je vais à la maison et la nourriture que je lui ai faite il y a 2 jours est encore dans le réfrigérateur, intacte. Il oublie. Il oublie tout. Les noms, les dates. Il est allé se promener il y a quelques semaines, juste dans le quartier où il vit depuis 40 ans, et il s'est perdu. Un voisin l'a trouvé à 5 kilomètres de là, debout au coin d'une rue, ne sachant pas qui il était ni comment il était arrivé là. C'était un mensonge. Un mensonge complet et dévastateur. Je ne m'étais jamais perdu. J'ai regardé Solal qui écrivit simplement quelque chose sur son bloc-notes. Parjure. C'était terrifiant. Grégoire continua, sa voix se brisant à nouveau. Mélissa et moi, nous voulons juste prendre soin de lui. Comme lui et maman ont pris soin de moi. Mais il n'est pas lui-même. Parlez-nous du voyage au Panama, Monsieur Parker. C'était pour lui, dit Grégoire, sa voix montant avec un désespoir douloureux. Nous avons trouvé cet établissement merveilleux. Un endroit avec du soleil, avec des médecins, avec des soins. Nous pensions que ce serait une pause pour lui, un moyen de guérir. Nous allions partir avec lui, rester avec lui, nous assurer qu'il était à l'aise. Et que s'est-il passé à l'aéroport? Le visage de Grégoire se froissa. Il me regarda directement. Il a eu une crise de panique, mais c'était violent. Il a commencé à crier. Il a dit qu'une hôtesse de l'air était un messager secret. Il a simulé une crise cardiaque. Il nous a accusés, sa propre famille, d'essayer de lui faire du mal. C'était comme si un monstre avait pris sa place. Et qu'est-ce qui, selon vous, a causé ce monstre, Monsieur Parker? Grégoire s'effondra. Il mit sa tête dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots. C'est lui, étouffa-t-il, pointant un doigt tremblant. Pas vers moi, mais vers mon avocat, maître Solal. Solal ne s'y a même pas, depuis que ma mère est morte, dit Grégoire, luttant pour se composer. Maître Solal est dans son oreille. Nous essayions de parler des factures, de gérer la succession. Et soudain, il était là, disant à mon père de ne pas nous faire confiance, le convainquant que nous en voulions à l'argent. C'est lui qui l'isole. C'est lui qui plante ses idées empoisonnées dans sa tête. Mon père n'est pas paranoïaque. Il est manipulé. Il se leva légèrement dans la barre des témoins. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ce n'est pas mon père. Mon père ne ferait pas ça. C'est un homme bon qui est exploité par un requin. Je veux juste récupérer mon papa. Je fais ça seulement. Il me regarda,
les larmes ruisselant sur son visage, « parce que je t'aime, papa. Et j'essaie de te sauver de lui. J'essaie de te sauver de toi-même. » La salle d'audience était silencieuse. Un greffier essuyait discrètement une larme. Grégoire venait de se peindre en héros tragique, et il m'avait peint comme la victime ultime et Solal comme le méchant. Mélissa suivit, et sa performance fut tout aussi dévastatrice. Elle raconta des histoires d'errance nocturne, de confusion, d'agressivité. Elle pleura. Elle implora. Quand elle descendit, le tribunal était entièrement acquis à sa cause. C'était fini. Je pouvais le sentir. Ils avaient gagné. Solal se leva. Il ne contre-interrogea pas Mélissa. Il n'en avait pas besoin. Il laissa simplement son histoire déchirante, pathétique et entièrement fausse flotter dans l'air. « Pas de question pour ce témoin, monsieur le président, » dit-il, sa voix plate. Mélissa semblait confuse, comme si elle s'était attendue à un combat. Elle descendit, tamponnant ses yeux une dernière fois avant de retourner à son siège où Grégoire lui serra la main dans un geste de victoire partagée. « Maître Solal, » dit le juge. « La défense a-t-elle un dossier à présenter ?»« Nous en avons un, monsieur le président, » dit Solal en boutonnant sa veste de costume. La défense appelle son premier témoin, mademoiselle Jeanne. Le nom ne signifiait rien pour la salle d'audience. C'était juste un nom. Grégoire et Mélissa se regardèrent en haussant les épaules. Ils semblaient ennuyés, agacés que cette formalité traîne en longueur. Ils supposaient probablement qu'elle était une vieille amie d'Alice, ou peut-être une voisine. Une porte au fond de la salle s'ouvrit. Jeanne entra. Elle ne portait pas de vêtements civils. Elle portait son uniforme complet et immaculé d'hôtesse de l'air, la robe bleu marine, le foulard noué parfaitement à son cou, ses cheveux tirés en chignon professionnel. Elle marchait avec détermination, le dos droit, ses pas résonnant avec confiance sur le sol en marbre. J'ai vu Grégoire se pencher en avant, plissant les yeux. Il ne la reconnaissait pas. Pourquoi le ferait-il? Pour lui, elle n'avait été qu'une partie du décor, un obstacle, un uniforme insignifiant qui s'était mis en travers de son chemin. Mélissa la fixait simplement, son expression mélangeant arrogance et confusion. Qui était cette femme? Jeanne marcha vers la barre. Elle ne me regarda pas. Elle ne regarda pas Grégoire ou Mélissa. Elle ne regarda que le président alors qu'elle levait la main droite. « Je le jure, » dit Jeanne, sa voix claire, stable, et portant un poids qui fit se redresser les juges. Ce n'était pas le témoignage larmoyant et émotionnel qu'ils avaient entendu. C'était autre chose. Solal s'approcha de la barre. « Mademoiselle Jeanne, pourriez-vous s'il vous plaît décliner votre identité et votre profession pour le tribunal? Je m'appelle Jeanne Valois et je suis chef de cabine pour la compagnie American Airlines. » Solal s'approcha. « Bonjour, mademoiselle Jeanne. Merci d'être là. Pourriez-vous dire au tribunal où vous étiez employée le matin du 12 octobre de cette année? » Jeanne regarda le jury fictif que constituaient les juges. « J'étais en service, maître, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Terminal 2, affecté comme chef de cabine sur le vol 801 à destination de Panama City. » De l'autre côté de la salle, j'ai vu Mélissa se pencher et chuchoter quelque chose à Grégoire. Son front se plissa. Le nom « Panama » avait finalement attiré leur attention. Ils commençaient à relier les points. « Et ce matin-là, » continua Solal, « avez-vous eu une interaction avec le défendeur, monsieur Édouard? » « Oui, » dit Jeanne. « Il était l'un des derniers passagers à embarquer, assisté par monsieur et madame Parker. » Elle les pointa directement du doigt. Grégoire et Mélissa reculèrent instinctivement, comme si elle les avait frappés physiquement. « Veuillez décrire cette interaction. » Monsieur Édouard avait l'air effrayé, dit Jeanne, sa voix stable. Sa belle-fille tenait son bras, mais cela semblait forcé. Quand j'ai pris sa carte d'embarquement, j'ai vérifié la destination. J'ai vu que c'était un billet aller simple. Est-ce qu'un billet aller simple est inhabituel pour des vacances en famille? Oui. Mais ce qui était vraiment inhabituel, c'était l'établissement de destination listé sur sa réservation, un endroit appelé El Paraiso. Le nom. J'ai vu la main de Grégoire agripper la table. Il savait. Il savait enfin qui elle était. « Qu'avez-vous fait, mademoiselle Jeanne ?» Je lui ai rendu sa carte, dit-elle, et je lui ai chuchoté de faire semblant d'être malade et de courir. Quelques minutes plus tard, je lui ai apporté un verre d'eau. Je me suis penché et je l'ai supplié de dire qu'il avait des douleurs thoraciques et de descendre de l'avion. Je lui ai dit que sa vie était en danger. L'avocat de la partie adverse bondit sur ses pieds. « Objection. » Oui dire, spéculation. C'est une affirmation scandaleuse. « Retenu, » dit le juge. « Le témoin s'en tiendra aux faits observés. Dites-nous ce que vous avez vu. »
J'ai vu monsieur Édouard se tenir la poitrine, dit Jeanne. Il a les têtes. Et j'ai vu la réaction de monsieur Grégoire et madame Mélissa. Et quelle était cette réaction? Demanda Solal. Ce n'était pas de l'inquiétude, dit Jeanne, sa voix baissant. C'était de la colère. Madame Parker lui a sifflé. Papa, ne fais pas de scène. Monsieur Parker a physiquement essayé de repousser son père dans le siège, lui disant qu'il allait bien. Un murmure parcourut la salle. Et finalement, dit Solal, pourquoi avez-vous fait cela? Vous êtes hôtesse de l'air. Pourquoi risqueriez-vous votre carrière pour un parfait inconnu? Qu'est-ce qui, dans le nom El Paraiso, vous a fait agir? Jeanne baissa les yeux sur ses mains. Pour la première fois, son calme professionnel vacilla. Quand elle leva les yeux, il brillait de larmes, mais sa voix était d'acier. Parce qu'il y a 5 ans, ma famille a fait la même chose à mon grand-père. Mélissa laissa échapper un petit halètement audible. Mon grand-père, continua Jeanne, était veuf. Il vivait seul. Mon oncle voulait son héritage. Il a commencé à dire à tout le monde que mon grand-père était confus, qu'il errait. Les mêmes mots que j'ai entendus madame Parker crier dans le terminal. Un jour, mon oncle l'a emmené dans un établissement merveilleux au Mexique. Ma famille, nous lui avons fait confiance. Nous n'avons pas pu appeler la première semaine. Puis quand nous l'avons fait, il dormait toujours. Nous n'avons plus jamais entendu sa voix. 6 mois plus tard, il était mort. Incinéré sur place avant que nous puissions arriver. Qu'avez-vous découvert? Demanda doucement Solal. Nous avons découvert, dit Jeanne, sa voix se brisant de fureur, que l'établissement était une fraude. Un endroit où les familles payaient pour jeter leurs parents âgés. Ils ont pris son passeport. Ils l'ont drogué. Ils ont pris chaque centime jusqu'à ce que son argent s'épuise, et ensuite ils l'ont laissé mourir. Elle essuya une larme. Quand j'ai vu le billet de monsieur Édouard, quand j'ai vu le nom, El Paraiso, je n'ai pas vu juste un nom. J'ai vu la société mère, la même qu'au Mexique. J'ai vu le visage de mon grand-père. Et je jure devant Dieu que je ne resterai pas les bras croisés à laisser cela arriver à un autre être humain. Pas encore. Pas sous ma garde. Elle termina. La salle d'audience était dans un silence absolu, dévastateur. Les juges fixaient non pas Jeanne, mais mon fils et ma belle-fille. Grégoire et Mélissa n'étaient plus suffisants. Ils étaient pâles comme la mort. Ils comprenaient enfin. L'hôtesse insignifiante était la seule personne au monde qui connaissait tous leurs plans de jeu. L'avocat de Grégoire, maître Peterson, bondit sur ses pieds. Objection. Pertinence. Cette histoire tragique n'a rien à voir avec mes clients. Au contraire, dit Solal calmement. Je présente la pièce à Conviction B. Un rapport d'enquête complet sur El Paraiso. Il lâcha un dossier épais sur le bureau du greffier avec un bruit sourd. El Paraiso n'est pas un centre de bien-être. C'est un centre de détention non autorisé. Ils confisquent les passeports. Ils interdisent les communications. Et leur contrat stipule qu'en cas de décès, les restes sont incinérés sur place sous 24 heures. C'est l'endroit où mes clients ont réservé un aller simple pour leur père. La salle était stupéfaite. Solal se tourna vers moi. La défense appelle monsieur Édouard. Je me suis levé. J'ai marché vers la barre. Solal ne commença pas par l'aéroport. Il commença par la seule chose qui comptait. Monsieur Édouard, avez-vous peur de votre fils? Non, dis-je. Je n'avais pas peur jusqu'à ce que j'apprenne la vraie nature de la succession de ma défunte épouse. Expliquez cela. Ma femme Alice a laissé un trust de 52 millions d'euros, avec une clause d'incapacité. Si je suis déclaré incompétent, mon fils hérite de tout. Immédiatement. La salle explosa en murmures. Peterson, leur avocat, tenta un dernier coup de poker. Il sourit. Objection. Cela prouve sa paranoïa. Il a découvert cette clause et a inventé toute cette conspiration dans son esprit malade. Solal sourit à son tour. Un sourire froid. Maître Peterson a raison. Tout tourne autour de cette clause. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un article 12b. La clause de déchéance. Grégoire se figea. Si le bénéficiaire secondaire tente de déclencher prématurément la clause d'incapacité par fraude ou coercition, il est immédiatement et définitivement déshérité. Je regardais mon fils. Il comprenait. Il avait tout perdu. Et l'argent? Demanda Solal. Où va-t-il? Au bénéficiaire tertiaire, dis-je. La Fondation Lumière d'Alice pour la justice des aînés. Solal se tourna vers Jeanne. Une petite association que ma femme finançait secrètement. L'association de Mademoiselle Jeanne. Félicitations, mademoiselle.
Votre combat vient de recevoir 52 millions d'euros. Le cri de Grégoire fut inhumain. Non, c'est à moi. Il fut escorté hors de la salle, menottes au poignet. 6 mois plus tard, je suis assis dans les nouveaux bureaux de la Fondation à Paris. Jeanne est la directrice. Je regarde la photo d'Alice. Elle avait tout prévu. Elle ne s'est pas contentée de protéger son argent. Elle m'a donné un nouveau but. Elle a donné à Jeanne les moyens de se battre. J'ai perdu mon fils, oui. Mais j'ai trouvé une mission. Et je sais que c'est ce qu'elle voulait. Merci, Alice. Ta justice ne fait que commencer.